Bonjour Florence, Bonjour Dominique, comment vas-tu? en super forme. C'est l'humeur du jour, tu es en super forme? J'essaye toujours de l'être. Ouais. Ah, ça c'est bien, tu essaies J'essaye. toujours de l'être, Ouais. c'est bien. Alors, Florence, je vais commencer par une première chose, c'est déjà expliquer un peu qui tu es, mais en tout cas au travers de tes titres. Donc, au départ, tu es psychothérapeute et en Oui, plus, tu es sexologue clinicienne. Est-ce que c'est juste? Je oui sais que Dominique. tu fais d'autres choses aussi, tu es tabacologue, etc., etc. On va pas tout énumérer, Non, mais mais en c'est tout la cas, base. principalement, Ouais. c'est ta base. Alors, voilà, moi, j'avais juste envie de te poser cette question. Comment tu en es arrivé là? C'est quoi ton parcours à toi, Florence? Ah, quelle vaste question Dominique. D'abord, je pense que déjà toute petite, enfin très jeune, j'ai été très préoccupée par les questions de la vie et de la mort, déjà quand j'avais 3 4 ans. Sur aussi comment l'humain fonctionnait. J'ai toujours été intéressée par ça. J'ai toujours été une enfant assez angoissée aussi. Et aussi à l'âge de 9 ans, on avait vu un documentaire à l'école sur les différentes religions et les gens qui étaient fanatiques des différentes religions. Et je sais bien que ça m'avait pris la tête pendant presque 3 ans à me poser des questions, mais comment les gens en arrivent là, pourquoi ils adhèrent à des tels mouvements et ainsi de suite. Donc je pense que dès l'enfant, j'ai toujours été intéressée par la question humaine. Bon, j'ai quand même eu un petit détour parce qu'en fait, en humanité, j'étais en maths sciences. J'étais en total décrochage et totale rupture par rapport à mes parents. Et à cette époque, j'ai sombré dans l'anorexie pendant plusieurs années. Et donc, je me suis beaucoup réfugiée dans l'intellectuel. Je me suis complètement réfugiée dans ma tête. Mais ce qui fait qu'effectivement, 2 3 professeurs m'ont un peu pris sur leur aile, puisque j'étais toute fragile, anorexique et en même temps très bonne élève. Et donc, j'ai terminé mes humanités avec un prix en maths et en sciences. Et quand j'ai dit au professeur que je voulais faire psychologie, ils m'ont regardé comme si j'étais une extraterrestre, Ah oui. en me disant il n'y a pas de débouché dans la psychologie, tu vas te retrouver employé de banque. Parce que de fait, à l'époque, donc je suis née en 69, à l'époque, beaucoup de psychologues finissaient employés de banque parce qu'il n'y avait pas de débouché. D'accord. Et je me suis laissée influencer quand même par eux, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de culpabilité à être doué dans une branche et de ne pas l'exploiter. Et donc j'ai quand même commencé par l'université en biologie. Bon, ça a été un véritable cauchemar pour moi, parce que j'aimais pas du tout. Les laboratoires, c'était un cauchemar. Et en même temps, une grande tension intérieure, parce que pour moi, abandonner quelque chose pour lequel on est doué et ne pas aimer quelque chose pour lequel on est doué, c'est comme si c'était pas légitime. C'est ça. Et comme j'avais pas échoué, je me suis donnée à fond, d'où vraiment, je suis arrivée fin d'année sur les genoux. Et donc voilà, il a fallu d'abord que je retape mon énergie, et après, je me suis réalignée dans ce qui était bon pour moi, à savoir tout le domaine de la psychologie. Et à partir de là, j'ai tout un parcours de formation avec chaque fois 2 objectifs. À la fois mieux comprendre la nature humaine, ou tenter de mieux comprendre la nature humaine, parce que c'est un champ infini et on n'arrivera jamais au bout, d'une part, et d'autre part, trouver un maximum d'outils pour les patients. Donc, il y a toute une série de formations pour s'intéresser à l'humain. Et là, par exemple, forcément, s'intéresser à l'humain, c'est aussi s'intéresser à sa sexualité, à son intimité, d'où une série de formations en sexologie. C'est aussi s'intéresser aux maladies de l'esprit, donc une formation en psychopathologie, il y a eu aussi en psychocriminalité, et tout ce qui est aussi addiction. Et ayant connu des troubles du comportement alimentaire, c'est vrai que ça a été un peu mon dada aussi de me spécialiser là-dedans. Et il y a eu tabacologie aussi, micronutrition en lien avec la nourriture. Donc vraiment, essayer de regrouper l'humain. Tu as vraiment une vision holistique, en Oui, fait. c'est ça. Sauf pour tout ce qui est enfant et adolescent. D'accord. C'est pas ma tasse de thé au niveau travail, en tout cas. D'accord. Très bien. Alors, je peux pas m'empêcher de faire une relation. Tu sais que bien souvent, la légende veut que les meilleurs thérapeutes sont dans le fond ceux qui ont beaucoup de conflits en eux. C'est un peu ce que tu m'expliquais tout à l'heure. Tu m'expliquais que enfant, tu avais peur de la mort, voilà. Puis tu Ah, as eu pas peur. Des pas peur. questions sur la vie et la mort. Tu te Ouais, posais des questions sur la ouais, vie et la c'est pas la mort. chose. Tu as Tu as développé à un moment donné de l'anorexie mentale. Petite question, est-ce que réellement on peut dire qu'aujourd'hui, ton métier t'a aidé
sur un plan personnel à te réaliser, à te soigner. Je ne l'ai pas fait du tout dans cette optique-là. Oui. Le fait est qu'en cours de route, parce que quand je disais, il y a tout le volet pour mieux comprendre la nature humaine, et puis il y a tout le volet pour trouver des outils pour les patients. Dans ce cadre-là, j'ai fait l'hypnose, la thérapie systémique, l'approche neurocognitive, la thérapie d'acceptation et d'engagement. Automatiquement, ça donne une palette d'outils. Et j'ai un point d'honneur à utiliser les outils aussi pour voir ce que ça donne. Ça ne veut pas dire que ça fera le même effet chez les patients. C'est ça. Mais on transmet mieux les outils qui nous parlent aussi. Donc, les outils que je trouve particulièrement efficaces, pour moi, je les transmets aussi d'une manière différente. Tout à fait. Maintenant, je suis ouverte à d'autres outils que je transmets aussi parce que ça dépend de la personne qu'on a en face de soi. Bien sûr. Maintenant, à côté de ça, qui n'a pas ses valises, quel que soit notre métier. Et puis, il faut pas avoir fait toutes les maladies non plus pour être médecin. Non, clairement. Tiens, j'embraye là-dessus. Tu parlais de personnalisation, justement. Hein, c'est un peu, tu utilises certains types d'outils, tu transmets certains types d'outils en fonction de la personne que tu as en face de toi. Il y a des années, nous, on a eu l'occasion de se rencontrer lors d'un cours de morphologie. Oui, je suis curieux de savoir si tu en as retiré quelque chose, si c'est quelque chose que tu appliques. Alors oui, et d'ailleurs, oui, tu me fais songer que j'ai aussi suivi 3 ans de formation en synergologie sur le langage non verbal. Et ça fait partie pour moi de cet ensemble, tu vois. Tout à fait. À la fois analyser la morphopsychologie, à la fois le non verbal, à la fois avoir des connaissances sur l'humain, à la fois avoir des outils. Voilà. Alors, c'est pas miraculeux, c'est pas une baguette magique, hein, on est bien d'accord. Mais pour moi, plus on a d'outils dans sa boîte à outils, plus on avance. Je dis toujours, si on veut construire une maison, si j'ai quasi rien sous la main pour la construire et pas d'équipe, ça va pas aller très vite. Donc, plus je suis outillée, voilà, plus ça avance, même s'il n'y a pas de recette miracle. On s'entend bien, s'entend bien. Alors, tu as un beau parcours formatif. Quelles ont été les difficultés que tu as pu rencontrer dans ton parcours? Oui, là, je dirais plutôt que c'est au niveau les transitions de carrière. Pas de transition de carrière. Ah. J'ai toujours été dans le domaine de la psychologie, quoique. Donc, au début, j'étais engagée par un centre PMS, l'Université du Travail à Charleroi. Et en fait, ils m'avaient engagée parce qu'ils avaient des subsides. Ok. Mais il n'y a pas de travail pour moi. D'accord. Donc, ils ont engagé parce qu'il y a des subsides et c'est un peu comme si je t'ai dit, je serai un peu la petite main qui fera de temps en temps le secrétariat et ainsi de suite. Bon, moi, j'ai un petit côté hyperactif, hein, donc ne rien faire, c'est un véritable calvaire. Et c'était une année où il y avait plein d'animations sur la toxicomanie qui devaient démarrer avec un ancien toxicomane. Et il se fait que le jour où il devait démarrer, la psy avec laquelle il devait travailler était malade et c'est moi qui avais eu le coup de fil comme quoi elle était malade. Et la chef est arrivée en retard. Donc lui arrive pour commencer dans les écoles, hein, parce qu'il y a plusieurs écoles diversité du travail. Et puis il dit, mais avec qui je travaille alors? J'ai dit avec moi. Et on a fait toute la journée ensemble. Et quand on est rentré, évidemment, la chef était furieuse. Sauf que lui, il avait besoin pour sa stabilité émotionnelle de travailler toute l'année avec la même personne. Donc il l'a annoncé comme tel. Et donc finalement, j'ai fait toute l'année en toxicomanie. Ensuite, j'ai travaillé aux femmes prévenantes socialistes. Et là, j'avais des tâches vraiment que je n'aimais pas. Enfin, je vais faire des groupes sur la politique, des groupes sur la consommation et ainsi de suite. Et il y avait beaucoup de mouvances dans le service, beaucoup de gens qui venaient, qui partaient. Tant et si bien qu'au bout de 4 ans, j'étais déjà la dinosaure de service. Et là aussi, j'étais trouvé la chef en disant, ou j'anime des ateliers gestion du stress, gestion des émotions en rapport avec la psychologie, ou je me casse. Elle a accepté. J'ai aussi proposé, parce qu'à l'époque, effectivement, être engagé pour des consultations psychologiques, c'est pas évident. Je sais pas si c'est plus évident maintenant, comme salarié. Et donc, j'ai demandé aussi à travailler au centre de planning comme indépendante. Au départ, elle n'a pas voulu. J'ai proposé gratuitement, pendant 3 mois, les gens payés au centre. Et si ça marchait, elle m'autorisait à consulter. Et ça s'est chaque fois embatté un peu au culot et à l'audace. Ensuite, au cours d'une fête de Saint-Éloi, en fait, c'est ça, très
souvent à l'époque, femmes prévoyantes socialistes, Oui. j'imagine. Oui, tout à fait, j'imagine Et bien. on était dans le bâtiment de la mutualité socialiste aussi. Et donc, on était 200 personnes à fêter la Saint-Éloi. Et au cours de cette fête, il y a un homme qui travaillait là-bas qui m'a fait une déclaration en ayant bu un verre de trop. Sauf que sa femme travaillait aussi chez nous et que ses parents étaient au conseil d'administration. Donc, ils m'ont pris en grippe comme étant une menace. Et donc là, c'était très compliqué de travailler. Mes conférences étaient sabotées. Enfin, c'était vraiment une période très dure. Moi, je venais d'acheter un appartement, donc financièrement, pas évident. C'est pas évident, oui. Mais j'ai tout planté là. Je me suis lancée comme indépendante. D'accord. Et le fait est que ça a marché. Très bien. Il y a un côté toujours audace, j'ai envie de dire, qui heureusement a payé, parce que voilà. Alors là, je suis curieux parce que c'est changement du tout au tout. T'es passé du tout au tout. T'es devenue indépendante. Quand tu songes à nouveau, je ne sais pas si ressonger se dit, mais en tout cas, quand tu songes à nouveau à tout ça, quel a été le moteur le plus puissant pour que tu puisses passer de l'autre côté? C'est une révolte que tu as eue par rapport à ce qui s'est passé? C'est ça qui t'a donné la force de passer? Je pense que j'ai jamais eu l'âme de travailler pour un patron. C'est ça. Donc l'esprit d'indépendance et de liberté est très très important pour moi. Et là, c'est la saturation. C'est la saturation d'encombre. Je voulais pas subir la situation. Et comme j'avais déjà une partie de patients du centre de planning, on m'avait dit, ils ne te suivront pas, ils vont rester au centre. Mais non, les gens ne sont pas attachés à un centre. À un centre. Soit ils ont une bonne relation avec toi, ils ne l'ont pas. Et donc, ils ont suivi, et puis de fil en aiguille, et finalement, la consultation a été vite remplie. D'accord. Mais voilà, j'ai une âme d'indépendante, je pense à la base. Ça fait combien de temps maintenant que tu es indépendante? Depuis 1994. Ah oui. Ok, donc tu es une indépendante aguerrie. Oui. Tu as actuellement, tu consultes toujours en tant qu'indépendante. Tu as un site internet, je pense. Est-ce que tu peux juste nous dire le nom de ton site? Tout est possible, .be. Alors, est-ce que c'est vrai, Florence? Est-ce que tout est possible? Est-ce que c'est au sens où vraiment tout est possible que tu as donné ce nom à ton site internet ou il y a Alors, autre chose ce n'est derrière? pas tout est possible, comme on voit souvent maintenant dans tous les mouvements de développement personnel. Si on pense positif, tout se passera bien. Il n'y a qu'à passer à l'action et ça va aller. Tout est sous contrôle, tout dépend de nous. Ce n'est pas du tout ce tout est possible dans ce sens-là. C'est tout est possible dans tous les sens du terme. C'est-à-dire aussi bien pouvoir maîtriser certaines choses et être acteur de notre vie, mais aussi accepter qu'il y a des choses qu'on ne maîtrisera jamais. C'est tout est possible dans les moments de confort comme dans les moments d'inconfort. Ce n'est pas dans la nature des choses d'être tout le temps se mettre sa forme. Si on voit les vagues dans l'océan, elles restent pas en l'air. Elles retombent et elles reprennent leur élan. Bien sûr, bien sûr. La nature, les arbres en hiver, ils perdent leurs feuilles et ils refleurissent au printemps. Donc, c'est tout est possible, y compris accueillir nos moments de vulnérabilité, accueillir nos moments de tristesse. C'est vraiment dans l'ensemble de notre humanité. C'est pas un tout est possible, allez, on y va, il faut réaliser des grandes choses et ainsi de suite. Parce que c'est l'autre responsabilité de dire que tout dépend de soi. Alors, bien sûr, on est responsable de nos actes. Mais le fait est que tout dépend pas que de soi. Il y a quand même des événements de vie qui viennent, qu'on doit gérer, qui sont pas nécessairement prévus. Il suffit pas de penser positif pour que tout aille bien non plus. Je suis curieux. Est-ce que pour toi, l'excès de positivisme, un peu, ce que tu dépeins depuis tout à l'heure, qui est rentré dans notre culture, tout est possible, mais voilà, tout est possible. Nous sommes Dieu d'une certaine manière. On peut faire ce que l'on veut. C'est un peu le résumé. Nous pouvons être tout puissants. Est-ce que pour toi, dans les consultations que tu mènes, est-ce que tu as pu constater que ça fait des dégâts ou pas? Oui, et probablement toi aussi d'ailleurs. Je dis parce que je sais que tu travailles aussi là-dedans. D'abord, c'est une illusion de toute puissance, mais ça veut dire aussi que si ça ne marche pas, les gens se culpabilisent à la moindre expérience. J'ai pas envie de dire d'échec, à la moindre expérience qui se passe pas comme prévu. Donc, je veux dire, c'est une énorme responsabilité. Et puis, c'est pas dans la nature humaine, c'est pas dans la nature des choses. Il faut aussi. Et puis, directement, imagine, tu vis un événement difficile. Pour moi, commencer à se dire, il faut que je recadre directement en positif.
il faut que je me conditionne à aller de l'avant, etc. C'est mettre un couvercle. C'est étouffer quelque chose. Je pense qu'il faut d'abord accueillir l'émotion que l'événement entraîne. Elle a le droit d'exister, cette émotion. Alors, je dis pas qu'il faut rester dedans pendant un an. Mais d'abord, accueillir notre émotion. Voilà, quand un animal est blessé, il prend le temps de se mettre à l'abri. Il lèche doucement ses blessures. Il profite du repos pour laisser ses mécanismes guérisseurs agir. Si je transpose ça à l'humain, c'est d'abord un événement me touche. L'émotion, elle n'est pas à discuter. Elle a le droit d'être. Si je l'accueille avec amour et bienveillance et que j'en prends soin, et qu'éventuellement, je peux parler aussi à quelqu'un qui peut m'écouter sans jugement, je peux commencer à cicatriser. Maintenant, souvent, quelque chose me touche, on culpabilise déjà que ça nous touche, puisqu'il faut penser positif, ou on culpabilise du fait, et là, on gratte sur la blessure. Il y a la blessure première, on gratte dessus. Et dans un second temps, on se raconte un tas d'histoires à propos de cet événement. Du genre, je suis nul, j'étais pas capable, on me dit qu'il faut que je pense positif, j'ai pas su y arriver, et on commence à se raconter un tas d'étiquettes négatives, et là, on gratte une deuxième fois sur la blessure. Et donc, on a 3 blessures pour le prix d'une. C'est ça. Tu parles de blessures. Physiquement, on peut avoir plusieurs niveaux de blessures. Hein. La peau peut être éraflée, mais on peut aller beaucoup plus loin dans les muscles, les tendons, etc. En psychologie, je pense que c'est exactement la même chose. S'il y a des profondeurs, est-ce que pour toi, on peut guérir de n'importe quel type de blessure? Suivant la profondeur, suivant l'intensité, il y a des blessures avec lesquelles on va devoir apprendre à vivre avec. Je pense qu'il faut aussi avoir cette humilité-là. Maintenant, on peut apprendre à mieux vivre avec ces blessures. Qui dit blessure, si on prend l'image physique, même si elle guérit, il y a une cicatrice si c'est une blessure importante. C'est une trace de ce qui s'est passé. Alors la cicatrice ne fait plus nécessairement mal, c'est simplement une trace de ce qui s'est passé, c'est aussi une trace de la force que nous avons eue de les surmonter. Mais voilà, elle n'est pas effacée pour autant. Tout à fait. Très bien. Ça donne déjà une idée un peu de ta façon d'envisager la thérapie, d'envisager l'humain. Quels sont J'ai pensé que je t'interromps à quelque chose, toujours dans cette notion de tout est possible. Je dis souvent aux patients, plutôt que de vouloir absolument compenser tous nos points faibles, alors bien sûr, on peut les faire évoluer. Hein, mais c'est d'abord s'appuyer sur ses points forts. Et à la limite, si je peux m'appuyer sur les points forts des autres dans certains moments comme complémentarité dans le travail, c'est bien aussi. On n'est pas obligé de compenser tous ces points faibles. Tout à fait. Ouais. Enfin, faible. Oui, c'est relatif. Oui, tout à fait. Oui, ça peut être faible dans certaines situations. Appuyons-nous d'abord sur nos points forts. On peut faire évoluer nos points plus sensibles, mais il ne faut pas vouloir tout résoudre non plus. Non, tout à fait. Alors, j'aimerais te poser la question, quel style de personne finalement vient te voir, vient te consulter au quotidien? Ouais, de par mes différentes palettes, j'ai presque envie de dire vraiment toutes sortes de personnes, sauf les enfants et les jeunes ados. Oui. Mais j'ai quand même de plus en plus de jeunes depuis le Covid. Ça, c'est un fait aussi. Sinon, aussi bien hommes que femmes. Alors, jeunes que plus âgés. J'ai même des patients de 82 ans. Donc, d'accord. Y compris dans la sexualité. Donc, mis à part les très jeunes, on a compris que finalement, fin de l'adolescence, tu pourrais commencer à avoir des jeunes clients. Tu parlais du Covid, ça a laissé des traces, je pense, clairement. Oui. On en parlait un peu avant l'interview. Et je me pose quand même la question, puisque tu parlais d'hommes et de femmes. Bon, moi qui suis un homme, globalement, il est vrai que je remarque dans le cadre, par exemple, des formations d'entreprise, beaucoup, nous avons affaire à des hommes. Et puis, lorsqu'on est plutôt dans le cadre du développement personnel, on a plutôt affaire à un public un peu plus féminin. Et toi, tu expliques que dans ta consultation, finalement, c'est moitié-moitié. Consultation, c'est moitié-moitié, franchement. C'est moitié-moitié. Est-ce qu'il y a des thématiques plus masculine, par exemple, je pense. En sexo, c'est plus moitié-moitié, par exemple. D'accord. En tabacologie aussi. Peut-être même plus masculin que féminin. Par contre, les troubles alimentaires, en général, c'est plus féminin. C'est plus féminin. Ouais. Et en sexo, tu vois, les deux peuvent, sont bien répartis, quoi. Oui, tout à fait. Et les consultations de couple aussi, hein. Mais... Oui, c'est ça. Tu fais aussi du couple. Voilà. On parlait de sexualité, tu m'expliquais que tu pouvais avoir des personnes de plus de 80 ans qui viennent te voir.
Est-ce que, alors ça c'est souvent une question répondue, est-ce qu'on a encore une sexualité, Florence, à 80 ans, rassure-nous. Oui, hein, il n'y a pas que le fait d'avoir une érection forte, hein, la sexualité ne se limite pas à ça, mais je pense que c'est par hasard que justement maintenant j'ai des personnes âgées qui viennent en consultation que je n'aurais pas eu il y a 28 ans quand j'ai démarré, parce que voilà, alors on vieillit, le tout est de vieillir le plus possible en santé évidemment, mais oui, bien sûr. Ok, alors je reprends. Bon, on a vu l'évolution un peu de ton parcours, on voit ce que tu fais actuellement. Pour toi, comment est-ce que tu envisages ton futur en tant que thérapeute, en tant que psychothérapeute? Là, actuelle, le focus, c'est effectivement les consultations, ça reste quelque chose d'important pour moi. Les formations, et notamment en collaboration avec toi, Dominique, c'est vraiment un bonheur et un plaisir pour moi. Partagez. Juste apprivoiser un peu la vidéo, mais ça c'est autre chose. Et l'écriture de bouquins, en fait. Alors, tu peux nous en dire plus sur l'écriture de bouquins. Tu as déjà un bouquin tu as déjà écrit un bouquin ou il y en a un qui se termine. Il y en a un qui se termine, qui sera l'infidélité sous toutes ses coutures et dans tous ses états. D'accord. Et qui visera une meilleure compréhension, enfin l'infidélité. Là aussi, il faut se mettre d'accord sur les mots, hein. Mais qui visera vraiment à comprendre, avec bienveillance aussi, à comprendre à la fois la personne qui trompe, entre guillemets, la personne qui est trompée, la tierce personne, comment en sortir, comment dépasser aussi la colère, comment se reconstruire ou comment reconstruire le couple. Donc c'est un peu les différents volets qui seront repris dans ce bouquin. Envisagés. Je me suis laissé entendre dire que parfois l'infidélité pouvait sauver le couple. Parfois ça arrive. Ouais. Oui. Est-ce que tu as déjà vu ça en consultation, des personnes dont le couple a pu être sauvé par l'infidélité ou pas? Alors il y a le couple sauvé par l'infidélité avant ou après la découverte. Ah oui, évidemment. Il peut très bien avoir le couple qui est sauvé parce qu'en fait la personne qui est en frustration, qui n'est pas bien dans sa sécurité dans le couple, pouvant la vivre ailleurs, est de meilleure humeur à la maison et finalement accepte mieux les difficultés du couple. Pour autant qu'il y ait encore de l'amour dans le couple, parce que c'est pas incompatible, hein. On peut aimer deux personnes aussi. Donc dans ce cas-là, ça diminue la pression, la tension, et ça peut sauver le couple. Bon, maintenant, si c'est découvert et que c'était pas l'accord de départ, on va dire, donc là, il y a la reconstruction ou pas. Maintenant, reconstruire, c'est aussi justement tenir compte de ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a joué dans l'interaction, c'est mieux comprendre la dynamique de couple. Et si tous les deux peuvent reconnaître leur part de responsabilité, car on est toujours deux dans un couple, on peut reconstruire sur de nouvelles bases. J'ai une question pour toi. Dans un monde qui, je le pense, mais peut-être que je me trompe, devient de plus en plus manichéen. Il y a les gentils, il y a les méchants, il y a le vrai, il y a le faux, apparemment. Oui, apparemment. Apparemment. Lorsque on s'entend, je ne suis pas en phase avec ça. Lorsque tu parles justement de l'infidélité, c'est quand même un sujet qui est sulfureux et finalement tu dis bah oui, parfois dans certains cas de figure, il est vrai que l'infidélité pourrait sauver le couple, etc., etc. Donc tu donnes, c'est de la nuance. Est-ce que parfois tu penses à l'accueil que pourraient te faire, par exemple, certaines personnes à la sortie d'un livre avec finalement un sujet assez sulfureux? Je prends par exemple les réseaux sociaux. Tu sais que les réseaux sociaux, on n'y va pas de main morte. Parfois, les gens sont très acides concernant des thématiques un peu plus sulfureuses. Est-ce que tu redoutes ça ou pas du tout? Non, j'assume. J'assume. Et tu as utilisé un mot qui est très important pour moi, c'est la notion de nuance, justement. Oui. Donc, le but n'est pas de prôner la fidélité ou l'infidélité, c'est de comprendre. Bien sûr. Et il n'y a pas de figure toute faite. Chaque histoire est différente. Il y a toujours des éléments dont il est important de comprendre la genèse. Voilà, l'idée c'est de comprendre pour pouvoir avancer. C'est pas un bon et un mauvais. Je veux dire, dans un couple, c'est un tango, hein. On est deux. C'est ça. Donc c'est pas qu'il y a un bon ou un mauvais. C'est deux êtres qui à un moment donné ont des difficultés. Il s'agit de comprendre les difficultés, l'interaction qui fait que ça a mené à ça. Tout à fait. Tout à l'heure, tu parlais de formation. On sait qu'un atelier, en tout cas, va avoir lieu prochainement chez nous, chez Fissing. Le thème abordé sera la dépendance affective. Même chose, même question. Est-ce que c'est
quelque chose que tu vois souvent, la dépendance affective. Énormément. Énormément. Est-ce que tu peux, évidemment, tu vas pas donner le cours ici, mais est-ce que tu peux donner, par exemple, quels seraient les points, je dirais, un peu plus négatifs d'une dépendance affective? Alors, dépendance affective n'est pas nécessairement pathologique, hein. Tout va dépendre du décalage entre la personne qui est dépendante affective et le partenaire en face. Maintenant, on peut avoir des personnes finalement, il y a une dépendance affective l'un l'autre, mais qui fonctionnent bien avec ça. Donc, c'est vraiment l'intensité du décalage qui va faire, qui peut poser problème et une grande souffrance pour les deux, j'ai envie de dire. Tout à fait. Donc là aussi, je tiens à faire des nuances. La personne qui est en dépendance affective et qui est tout le temps en attente par rapport à l'autre souffre énormément. Mais l'autre personne qui est en face, et finalement, qui dit dépendance, dit codépendance, hein, et qui, elle, va se sentir étouffée, aura un besoin de liberté accru, mais aussi beaucoup de sentiments de culpabilité, puisqu'elle sait que dès qu'elle fait quelque chose en dehors du couple, l'autre souffre. Donc, il y a une souffrance chez les deux. Et de nouveau, il s'agit de comprendre la souffrance chez l'un, chez l'autre, de comprendre l'interaction et de voir aussi comment cette dépendance affective peut prendre son nid. Parce qu'elle n'est pas systématiquement liée à l'enfance, hein. Elle peut apparaître, j'ai envie de dire, chez n'importe qui à n'importe quel moment de vie. Enfin, un moment plus fragile de vie. C'est ça. Donc, une fragilité de vie pourrait t'amener à ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, il y en a pour qui, évidemment, hein, ça dépend du mode d'attachement créé pendant l'enfance, et où là, il y a une tendance à répéter le schéma. Maintenant, ça peut venir à un moment de vie, donc on n'avait jamais connu ça avant, mais où on est plus fragile. Ça peut être suite à un décès, une maladie, une séparation, une perte d'emploi. Très bien. Est-ce que tu pourrais, là aussi, expliquer un peu, tiens, dans l'atelier, je sais que tu vas donner peut-être des trucs, des astuces pour... peut-être, je ne dirais pas pour venir à bout, les termes sont peut-être pas bien choisis, mais pour gérer cette dépendance affective, c'est ça que tu vas envisager au travers de l'atelier? Pour apprendre en tout cas à tenir compte de ses besoins, à se reconnecter à ses besoins et à ne pas les laisser tomber en entrant en relation. C'est ça. C'est pour ça que j'ai dit se libérer de la dépendance affective et retrouver sa complétude, c'est-à-dire être un être entier qui rencontre un être entier. Tout à fait. Donc c'est se reconnecter à ses besoins avant tout. Ok. Est-ce que tu as l'impression que dans la société actuelle, est-ce que tu as l'impression que cette société favorise la dépendance affective ou pas? Je t'explique pourquoi, quel est mon raisonnement. Nous sommes dans une société qui, à mon sens, est carencée dans beaucoup de domaines. Or, quand on se sent carencé, bien souvent, on cherche à fusionner avec une autre personne. Est-ce que c'est une idée que je me fais ou bien tu tires le même constat? T'as tout à fait raison. C'est-à-dire que notre type de société a généré beaucoup d'attachements qu'on va appeler insécures. Alors, il ne s'agit pas de juger les parents, hein. Non. Justement, on est dans une société de stress, on court d'un coin à l'autre, on n'est pas assez disponible, on n'est soi-même pas toujours bien dans notre peau. Et dans l'attachement insécure, il peut aussi bien avoir les enfants qui ont vécu comme ayant le sentiment de manquer d'amour, mais inversement, dans l'insécure évitant, donc celui qui aura un pied dans la relation et un pied dehors et qui aura du mal à s'engager, ce sont souvent des jeunes qui sont issus de familles où on les a considérés comme enfants rois. C'est ça. Et en fait, un manque d'amour ou trop couvé, ça donne des problèmes d'attachement insécure dans les deux cas. D'accord. Parce que là, ils sont pas préparés pour les frustrations de la vie. Donc, dans le premier cas, on a un manque, parce que les parents n'étaient pas disponibles pour l'une ou l'autre raison. Et donc, on va essayer de combler ce manque. Et dans l'autre cas, on a grandi avec l'illusion qu'on aura toujours tout de suite, tout le temps. Face au réel, c'est pas le cas. Et donc, ça va donner une génération toujours frustrée de tout. C'est jamais assez. C'est jamais assez. Mais au niveau couple, ça crée des problèmes. Bien sûr. Finalement, les deux faces d'une même pièce. C'est jamais assez et c'est jamais assez rapide aussi. Tout à fait. C'est jamais assez rapide. Ok. On parle un peu de notre société. Comment est-ce que tu envisages, toi, le futur des thérapies, finalement? Tu sais que tous les métiers évoluent, hein. Actuellement, on voit une évolution dans tout, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, avec la robotique, etc., etc. Est-ce que toi, quel œil, hein, quel regard plutôt, est-ce que tu portes sur là-dessus, sur le futur des thérapies? Je pense que la société passe souvent par des extrêmes.
Donc, il y a eu toute la phase de la psychanalyse, où il faut creuser dans son enfance, creuser. J'ai rien contre la psychanalyse, sans doute ça fait du bien à certaines personnes, mais là, c'est toujours creuser dans son passé, et ainsi de suite. Puis, on a tout le mouvement du développement personnel, il n'y a qu'à penser positif et tout est possible, mais dans le sens, on en a discuté tout à l'heure, pas dans toute notre humanité, mais tout est possible dans le sens, on peut tout réussir, qui est l'autre extrême. Donc, je pense, ou j'espère, qu'on retrouvera un juste milieu entre tout ça. D'accord. C'est-à-dire que c'est parfois important de savoir comment on est tombé dans un trou. C'est important de trouver des moyens d'en sortir, et les deux ne sont pas nécessairement corrélés. C'est ça. Et peut-être plus d'humanité aussi dans les thérapies. Alors, il ne s'agit pas d'être pote avec ses patients, mais la neutralité absolue, moi, je n'ai jamais compris le concept non plus. Donc, humanité, en tout cas. Est-ce que l'arrivée de nouvelles technologies, alors je pense à quelque chose, je pense, tu sais, aux filtres Snapchat, etc., qui embellissent le visage des personnes qui se servent de ce type de logiciel. Est-ce que en consultation, est-ce que tu as déjà remarqué que certaines personnes avaient du mal finalement à accepter leur apparence parce qu'elles ne correspondaient pas à ce que leur renvoient les nouvelles technologies? Est-ce que tu as pu voir ça ou pas? Oui, ça a toujours existé, sauf qu'avant, c'était uniquement à travers les photos des magazines. C'est ça. Particulièrement en été. Ah oui. Mais au fur et à mesure que la technologie s'en est mêlée, les retouches, notamment des mannequins, et puis maintenant, voilà, avec une vidéo, on peut tout faire. Accentue le problème, je pense. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux accentuent aussi le problème? Alors là clairement, tu parlais de l'été. Bon, moi, je suis toujours stupéfait de voir qu'en été, tous les couples sont heureux. J'en parle à toi qui es sexologue, voilà, ouais. Clinicienne. Tous les couples sont heureux. C'est marrant. Tout le monde a une vie extraordinaire sur Facebook ou sur Insta en été, quand ce sont les vacances, etc. On sait très bien que derrière ça, bien souvent, ce n'est pas parfait. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux jouent vraiment un rôle parfois destructeur parce qu'il y a un décalage finalement entre ce que l'on affiche et ce qui est réel? Alors, ça l'accentue. Et je réfléchis parce que je pensais notamment pendant la période Covid, au tout début, en confinement, combien de patients me disaient, mais enfin, quand je vois tout le monde sur les réseaux sociaux, tout le monde a l'air très heureux. Oui. Et donc, il n'y a que moi qui le vis mal. Alors, il y en a qui le vivaient bien, effectivement, parce que dans la bulle, ça fait du bien aussi. Mais effectivement, ça met les gens en concurrence, en fait. Et donc, pour certains, ils auront l'impression de ne pas être normal, alors qu'en fait, ces gens-là ne sont pas nécessairement plus heureux et qu'il y a aussi des failles. Mais ça donne l'impression, pour certains, tout le monde est heureux sauf moi. C'est ça. Ou tout le monde va bien sauf moi. Et d'ailleurs, combien de femmes en consultation, un des problèmes numéro 1 chez la femme homosexuelle, c'est le problème du désir. Et elles ont souvent l'impression que toutes les femmes sont très désirantes. Alors que quand elles parlent entre elles, finalement, il y en a beaucoup qui connaissent ce problème-là aussi. C'est pas pour rien que c'est le problème numéro 1 en consultation. Problème numéro 1 chez les dames? Ce sont plutôt les dames. Oui. Le problème du désir, c'est numéro 1 chez la femme. D'accord. Est-ce que, on rentre pas dans le détail, mais globalement, est-ce qu'il y a un âge où tu vois une perte de désir chez la femme ou rien à voir avec l'âge? Pas nécessairement à voir avec l'âge. Alors peut-être qu'on se connaît moins étant jeune, mais la libido est peut-être mieux préservée. Maintenant, plus on a des facteurs de stress entre les enfants. Je dis souvent, les femmes, c'est une commode avec tout dedans. Donc le désir, il est souvent au fond de la commode. Voilà, plus il y a des facteurs de stress, plus il y a de mésententes dans le couple. Enfin, ça dépend, c'est multifactoriel. Et maintenant, plus on a des bagages et des responsabilités ou des stress. Ouais. Et plus ça peut augmenter je dirais le mal-être. Enfin, je ne sais pas si on souffre de mal-être quand une femme. Alors c'est une vraie question. On ne souffre pas d'un manque de désir. On ne souffre pas d'un manque de désir. Non. C'est plutôt le partenaire qui en souffre. C'est une souffrance. Et si elle vient de consulter, c'est parce que ça pose problème dans le couple. Là. C'est ça. Et ça met en péril le couple. Sinon, on ne souffre pas de quelque chose qu'on ne désire pas. D'accord. C'est très intéressant. Je continuerai bien avec toi, mais il faut bien qu'à un moment donné, on continue. Alors, avec nos esprits en arborescence, on s'égare. On s'égare. Alors,
il y a tout de même pas mal de personnes qui vont te regarder, qui elles-mêmes sont peut-être des coachs ou en tout cas ont envie de le devenir. Hein. Voilà, des femmes, des hommes. Est-ce que tu aurais un petit mot, un petit conseil à donner à toutes ces personnes qui ont envie de travailler finalement dans la relation humaine de manière générale? Alors, tu dirais plus parce qu'ils veulent travailler dans la relation humaine ou le fait d'accomplir ce qu'on a envie de faire? Les deux. Ok. Ah, je te facilite pas la tâche. Hein. Voilà. Qu'il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Et je reviens un peu au fait de oser. Oui. Donc, oser, c'est aussi oser demander. Conseils, renseignements, se renseigner, apprendre. Donc, oser, accepter que ça aille pas à pas et que tout ne soit pas en ligne droite. Que s'il y a l'une ou l'autre embûche, ça soit une expérience et pas un échec. Garder en ligne de mire le pourquoi on veut faire ça. Et si le pourquoi change, avoir aussi osé bifurquer, ne pas rester parce qu'on a commencé. Et surtout, veiller à respecter nos besoins. Ne pas être tellement focus dans la réalisation de nos rêves, etc., qu'on oublie les besoins de détente, les besoins fondamentaux, le fait de respecter son corps. Je dis, on ne peut pas aller loin avec une voiture, aussi puissante soit-elle, s'il n'y a pas de carburant dedans. Prendre soin de soi et de ses besoins, c'est mettre du carburant. Et donc, ne pas les oublier. Tout à fait. C'est pas en tirant sur l'herbe qu'elle pousse plus vite. Donc, je veux dire, il faut accepter aussi que tout soit pas tout de suite. Voilà, que ça prenne du temps, step by step. Mais bon, si c'est important pour nous et que les ingrédients du pourquoi on le fait sont toujours là, c'est oser, continuer, pas à pas, avec des moments hauts et des moments plus bas. D'accord. On parlait tout à l'heure de la relation homme-femme. Lorsque tu parles de prendre du temps pour soi, toujours par curiosité, qui pour toi a une tendance à plus facilement accepter le concept de prendre du temps pour soi? Plutôt les hommes ou plutôt les femmes? Je ne sais pas s'ils acceptent mieux le concept, mais par exemple, je constate un peu plus souvent que les hommes, s'ils ont une passion, ils veillent à l'intégrer dans leur vie. Que les femmes ont plus tendance à la mettre de côté, à tort. Hein. Excuse-moi, mais comment tu l'expliques? Comment tu t'expliques ça? Parce que je vois la même chose que toi, mais comment tu expliques ce type de comportement? Je pense qu'il y a des restes un peu judéo-chrétiens et d'éducation où la femme est censée se sacrifier. C'est ça. Pour l'homme et ce côté, voilà, un amour inconditionnel, se sacrifier, les enfants. Je pense que c'est encore ancré dans nos générations. Il nous en reste quelque chose. Il nous en reste quelque chose. Ok. Alors, Florence, pour terminer cette interview, dis-moi un peu, qu'est-ce que nous pourrions te souhaiter à toi qui finalement est une femme accomplie? Hein, oui, mais carrière, aussi d'être humain. J'imagine. Je les accueille. Voilà, mais qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? Dominique, j'irais vraiment de garder la flamme de ce que je fais et de la partager, cette flamme, avec continuer à le faire avec amour, en santé et dans la bonne humeur. Bah écoute, on te souhaite tout ça en même temps et plus encore. En tout cas, Florence, merci beaucoup d'avoir accepté l'interview. Merci à toi, Dominique, et je suis vraiment ravie de collaborer avec toi. Et je suis ravi aussi. De toute façon, on se verra très prochainement lors de l'atelier. Et je suis sûr et certain qu'il y a beaucoup de personnes qui vont te poser plein de questions très pointues quand même sur la dépendance affective. Flo, merci beaucoup. Je te souhaite bon après-midi, Dominique. Salut à toi. À bientôt.